Dans le cadran nord-ouest de la péninsule inférieure du Michigan, dans une série de comtés densément boisés s'étendant à l'intérieur des terres depuis la rive orientale du lac Michigan, se trouve l'une des concentrations les plus inhabituelles de témoignages soutenus dans toute l'histoire moderne du folklore animalier nord-américain, le dogman du Michigan. La première référence écrite à cette figure remonte à 1887, un compte rendu d'un camp de bûcherons du comté de Wexford décrivant une rencontre entre deux travailleurs forestiers et une figure canine dressée sur ses pattes arrière, qui les observa directement avant de s'éloigner dans la forêt sans agressivité. Ce témoignage demeura dans les archives des journaux régionaux pendant les 99 années suivantes. En 1987, un animateur de radio de Traverse City nommé Steve Cook enregistra une chanson intitulée Astérisque The Legend Astérisque comme canular du 1er avril, basée sur des témoignages documentés et le rapport original du comté de Wexford, et vit cette chanson devenir l'une des émissions les plus demandées de la radio du nord du Michigan. Dans les mois suivant sa diffusion, la station commença à recevoir des lettres de témoins, des centaines. La plupart de ce qui est répété à ce sujet est inexact. La réalité est encore plus étrange. Un cadrage médiatique trompeur. Pendant la majeure partie des 40 dernières années, la couverture médiatique dominante de la tradition du dogman du Michigan l'a présenté comme le genre de folklore régional qui survit parce qu'une chanson radiophonique l'a fait survivre. Une curiosité du nord rural du Michigan, un sujet de journal pour la saison d'Halloween, un t-shirt souvenir dans une boutique touristique du comté de Grand Traverse. Ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est ce qui se passe dans les archives de témoignages. À partir de la collection originale de lettres de Cook en 1987, et en continuant à travers le travail de chercheurs indépendants, de forces de l'ordre au niveau des comtés documentant officieusement des rapports d'incidents inhabituels, et de plusieurs bases de données citoyennes de signalements compilées au cours des 2 dernières décennies. Le recueil cumulatif de témoignages sur le dogman du Michigan est devenu l'un des ensembles de données régionales de signalements cryptozoologiques les plus substantiels des États-Unis. Les observations n'ont pas cessé en 1987. Elles n'ont pas cessé depuis. Des racines bien antérieures à la colonisation européenne. Pour comprendre pourquoi la tradition du dogman du Michigan est importante, il faut d'abord comprendre à quel point le phénomène est ancien et à quel point il est profondément lié à des traditions qui précèdent entièrement la colonisation européenne de la région des Grands Lacs. Les peuples Anishinaabe ont vécu dans ce qui est aujourd'hui le nord du Michigan depuis des millénaires. La bande d'Ottawa et de Chippewa de Grand Traverse, les bandes de Little Traverse Bay des Indiens Odawa, ainsi que les nations Ojibwe et Odawa apparentées, dont les territoires ancestraux englobaient la péninsule inférieure nord-ouest, maintenaient des traditions orales sur des êtres habitant les forêts bien avant l'arrivée des premiers explorateurs français au XVIIe siècle. Le Wendigo est la figure la plus souvent évoquée dans les traitements grand public du folklore indigène des Grands Lacs, un esprit malveillant associé à l'hiver, à la famine et à la violation de tabous sociaux fondamentaux. Mais le Wendigo n'est pas la seule figure dans cette tradition. Les histoires orales Anishinaabe contiennent des références à plusieurs catégories d'êtres forestiers anomaux. Des entités qui ne correspondent pas aux catégories des animaux connus, qui se comportent d'une manière que la faune ordinaire n'adopte pas, qui occupent des territoires spécifiques dans le paysage forestier et qu'il convient d'éviter plutôt que de rechercher. Ce qui peut être affirmé, c'est que le concept d'une figure canine dressée, un être qui combine des caractéristiques lupines avec une locomotion bipède et un comportement suggérant une intelligence au-delà de la cognition animale ordinaire, n'est pas une invention européenne. Les peuples indigènes de la région des Grands Lacs avaient connaissance de quelque chose dans ces forêts avant l'arrivée des camps de bûcherons. L'ère des bûcherons. L'ère du bûcheronnage transforma le nord du Michigan. À partir des années 1860 et en s'accélérant au cours des décennies suivantes, les vastes forêts de pins blancs des péninsules inférieures et supérieures furent systématiquement exploitées par une opération industrielle qui remodela le paysage plus radicalement que tout événement depuis le retrait des glaciers. Les camps de bûcherons se multiplièrent dans toute la péninsule inférieure nord-ouest. Des milliers de travailleurs, dont beaucoup étaient des immigrants venus de Scandinavie, d'Allemagne et du Canada oriental, s'installèrent dans des territoires qui n'avaient auparavant été occupés que par des communautés indigènes et des trappeurs isolés. Ces hommes passaient des mois dans des conditions d'isolement total, entourés de forêts s'étendant sur des kilomètres dans toutes les directions. Et ils racontaient des histoires. Le témoignage du comté de Wexford de 1887 est la première référence écrite à ce qui serait plus tard appelé le dogman du Michigan. Il décrit 2 travailleurs forestiers qui rencontrèrent une figure canine dressée pendant leur travail. La créature se leva sur ses pattes arrière, observa les hommes sans agressivité apparente et disparut dans les arbres. Des témoignages similaires s'accumulèrent au cours des décennies suivantes. La rencontre de 1937 à Paris, Michigan, celle de 1961 à Big Rapid, celle de 1967 dans le comté de Manistee. Chaque rapport décrivait des variations du même phénomène. Une figure canine dressée, plus grande qu'un loup, se comportant d'une manière que les canidés ordinaires n'adoptent pas. Ces rapports étaient dispersés, non systématiquement collectés,
non comparés entre eux ni analysés pour identifier des schémas géographiques. Ils furent simplement classés. La chanson de Steve Cook. En début d'année 1987, Cook décida de créer un canular pour le 1er avril en s'appuyant sur le folklore régional qu'il avait entendu en grandissant. Il compila des témoignages documentés, rechercha le rapport du comté de Wexford de 1887 et écrivit des paroles présentant la tradition accumulée comme un récit cohérent. Astérisque The Legend Astérisque fut diffusé le 9 avril 1987. Cook s'attendait à ce que la chanson soit une blague ponctuelle, une émission de curiosité qui amuserait les auditeurs avant d'être oubliée en quelques jours. Ce n'est pas ce qui se produisit. La chanson devint l'une des plus demandées de l'histoire de WTCM. Les auditeurs appelaient la station pour l'entendre à nouveau. Et puis les lettres commencèrent à arriver. Dans les mois suivant la diffusion de la chanson, la station reçut des courriers de personnes souhaitant partager leurs propres expériences. Ces lettres n'étaient pas écrites par des gens en quête d'attention ou de publicité. Beaucoup demandaient explicitement l'anonymat. Elles étaient écrites par des agriculteurs, des chauffeurs routiers, des chasseurs, des campeurs et des résidents de communautés rurales du nord du Michigan qui avaient vu quelque chose d'inexplicable et n'en avaient jamais parlé à personne, jusqu'à ce qu'ils entendent à la radio une chanson décrivant exactement ce qu'ils avaient observé. Cook conserva les lettres. Il maintient depuis 1987 des archives de correspondances de témoins, des centaines de témoignages de personnes dans tout le nord-ouest du Michigan signalant des rencontres avec une figure canine dressée correspondant à la description de sa chanson. La carte territoriale. Le schéma géographique émergea progressivement au fil de l'accumulation des témoignages. Une carte commença à prendre forme. Les observations n'étaient pas aléatoires. Elles n'étaient pas réparties uniformément à travers l'État. Elles étaient concentrées dans une région spécifique, un couloir de comté dans la péninsule inférieure nord-ouest, centré sur le bassin versant de la rivière Manistee et les forêts denses de la forêt d'État de Pear Market, de la forêt nationale de Manistee et du système plus large de la forêt nationale Huron-Manistee. Les comtés présentant les plus fortes densités de signalement comprennent Manistee, Wexford, Benzie, Lelano, Grand Traverse, Entrain, Kalkaska, Missouri, Lake, Mason, Oceana et Newego. Le terrain dans cette région est distinctif. Les forêts sont denses, un mélange de feuillus de seconde croissance qui ont régénéré après l'ère du bûcheronnage et de plantations de conifères gérées. La topographie est vallonnée, découpée par des vallées fluviales et ponctuée de zones humides qui constituent des barrières naturelles aux déplacements humains. La densité de population humaine est faible. Le schéma est frappant. Les observations se regroupent le long de couloirs spécifiques. Vallées fluviales, lisières forestières, frontières entre terres cultivées et zones sauvages. Les plus fortes densités se trouvent dans les zones où la population humaine est la plus faible et la couverture forestière la plus continue. Le couloir de la rivière Manistee présente des concentrations particulièrement élevées. Les signalements ne se regroupent pas autour des centres de population. Ils se regroupent autour des zones sauvages. C'est l'opposé de ce que produirait un phénomène alimenté par des canulars. Si les observations étaient principalement des fabrications inspirées par la notoriété culturelle de la tradition du dogman, les rapports se regrouperaient là où se trouvent les gens, près des villes, le long des routes principales, dans les zones où la tradition est le plus fréquemment discutée. Les rapports se regroupent là où les gens ne sont pas. Ils se regroupent dans la forêt profonde, le long de tronçons isolés de rivières, dans des zones que la plupart des habitants du Michigan ne visitent jamais. Les explications sceptiques et leurs limites. Les sceptiques ont proposé que les observations du dogman représentent une identification erronée de la faune connue. Des ours noirs se dressant sur leurs pattes arrière pour sentir l'environnement, des coyotes inhabituellement grands observés dans de mauvaises conditions d'éclairage, ou une simple fabrication motivée par la notoriété culturelle que la chanson de Cook a donnée à la tradition. Ces explications rendent compte de certains rapports. Elles ne rendent pas compte de tous. Les descriptions des témoins qui s'accumulent dans les archives décrivent un animal qui ne correspond pas au comportement de la faune sauvage connue du Michigan. Les ours se dressent sur leurs pattes arrière mais ne marchent pas sur deux pieds sur de longues distances. Les coyotes n'atteignent pas la taille décrite dans les rapports. Les témoins décrivent systématiquement un animal mesurant entre 1,80 m et 2,10 m en position debout, avec une masse corporelle dépassant largement celle de tout canidé natif de la région. Le comportement décrit est également anormal. Les témoins rapportent un animal qui les observe avec un intérêt apparent, qui ne présente pas la réaction de fuite typique des canidés sauvages et qui se déplace à travers la forêt avec une allure décrite de manière cohérente à travers des décennies de rapports. Un mouvement bipédal en cadence qui ne correspond pas à la locomotion quadrupède des loups, des coyotes ou des chiens domestiques. La cohérence est ce qui rend les archives difficiles à écarter.
Astérisque des témoins qui ne se connaissent pas, qui signalent des rencontres séparées par des années ou des décennies, qui n'ont aucune motivation apparente à fabriquer des témoignages. Ces personnes décrivent la même chose. La controverse du film Gable. La controverse autour du film Gable illustre à la fois l'intensité de l'intérêt pour le phénomène et la difficulté de séparer la documentation authentique des canulars délibérés. À la fin des années 2000, des images commencèrent à circuler en ligne, prétendument montrant un dogman du Michigan capturé sur film 8 mm en 1971. Les images montraient une grande créature sombre se déplaçant dans une clairière forestière à quatre pattes, puis se dressant et chargeant vers la caméra. Le film se terminait abruptement, suggérant que la personne tenant la caméra avait été attaquée. En 2010, Steve Cook révéla publiquement que le film Gable était un canular. Il déclara l'avoir créé délibérément avec un collaborateur nommé Mike Agruza pour tester la crédulité des spectateurs et montrer à quel point des preuves fabriquées pouvaient être acceptées comme authentiques. Cette révélation complexifia la compréhension publique du phénomène. Mais les chercheurs qui examinent attentivement les preuves soutiennent que le canular du film Gable n'invalide pas les archives de témoignages. Les lettres de témoins que Cook reçut à partir de 1987 précèdent le film Gable de 2 décennies. Les témoignages de l'ère du bûcheronnage précèdent Cook lui-même de près d'un siècle. Les traditions orales indigènes précèdent entièrement la colonisation européenne. Le canular a démontré que des preuves fabriquées pouvaient être créées et diffusées. Il n'a pas démontré que toutes les preuves étaient fabriquées. La distinction est importante. Linda Godfrey et la vague actuelle. Linda Godfrey était une journaliste et cryptozoologue qui passa des décennies à documenter des observations de canidés dressés à travers le Midwest américain, notamment les célèbres rapports de la bête de Bray Road du Wisconsin, qui font écho à la tradition du dogman du Michigan. Son approche était empirique plutôt que sensationnaliste. Elle interviewait les témoins, documentait leurs témoignages et cherchait des schémas, restant agnostique sur les explications ultimes tout en insistant sur le fait que les témoignages méritent une attention sérieuse. Godfrey est décédé en 2022. Son travail demeure le traitement publié le plus substantiel du phénomène des canidés dressés dans la région des Grands Lacs. La vague actuelle d'observation, celle qui a poussé le décompte cumulatif à ce que les chercheurs appellent un sommet sur 50 ans, a commencé à s'accélérer il y a environ 5 ans. Les raisons restent floues. Des changements dans l'utilisation des terres pourraient pousser la faune vers de nouveaux territoires. La prolifération des caméras de surveillance et des smartphones a augmenté le taux de documentation des observations inhabituelles. La pandémie de Covid-19 a entraîné une augmentation spectaculaire des activités de plein air dans le nord du Michigan, plaçant davantage de personnes dans des positions propices à voir quelque chose d'inhabituel. La carte territoriale reflète cette augmentation. Les années les plus récentes montrent des regroupements plus denses que les périodes antérieures. Les rapports proviennent du même couloir géographique, mais avec une fréquence accrue. Ce que la carte montre et ce qu'elle ne montre pas. La carte territoriale assemblée par les chercheurs représente la première tentative systématique de visualiser la distribution géographique du recueil cumulatif de témoignages. Elle trace les observations documentées par localisation en utilisant des coordonnées GPS lorsqu'elles sont disponibles. Les données couvrent les premiers témoignages documentés jusqu'au rapport reçu cette année. Les chercheurs qui ont compilé la carte ont été prudents dans leur interprétation. La carte documente d'où viennent les rapports. Elle ne prouve pas ce qui les génère. La possibilité demeure que l'ensemble du phénomène soit une combinaison d'identification erronée, de perceptions influencées par le folklore et de fabrication occasionnelle. Mais le schéma géographique est difficile à expliquer sous ce modèle. La forêt nationale de Manistee couvre plus de 540 000 acres. La forêt d'État de Pear Market couvre un territoire supplémentaire. Le territoire combiné de la région de regroupement des observations représente l'un des plus grands paysages forestiers continus dans l'Est des États-Unis, un territoire où quelque chose pourrait exister sans être formellement documenté par les agences de gestion de la faune sauvage. Quelque chose génère des rapports à partir de territoires spécifiques dans la péninsule inférieure nord-ouest. Quoi que ce soit, cela génère des rapports depuis plus d'un siècle, avant la chanson radiophonique, avant la communauté moderne des passionnés de cryptozoologie, avant qu'existe tout mécanisme culturel pouvant expliquer la cohérence des descriptions des témoins. Conclusion. La tradition du dogman du Michigan a plus de 130 ans. Les observations ont atteint leur plus haut niveau en 50 ans. La carte territoriale montre où elles se regroupent. Et la question de ce qui se trouve réellement là-dehors, ce que les témoins voient réellement, ce qui se déplace dans ces forêts depuis avant l'arrivée des camps de bûcherons, reste aussi ouverte aujourd'hui qu'elle l'était lorsque 2 travailleurs forestiers du comté de Wexford rapportèrent leur rencontre en 1887. La forêt garde ses secrets. Les témoins continuent de signaler.
Et la carte, soigneusement assemblée, méthodiquement documentée, couvrant plus d'un siècle de témoignages accumulés, révèle un schéma que personne n'a été en mesure d'expliquer pleinement. Les rapports sont réels. Le territoire est réel. Ce qui les génère demeure inconnu.